Hindenburg menait la lutte. Puis ce fut la catastrophe. Vous revivrez la tragédie du Hindenburg grâce aux techniques modernes de la vidéo qui révèlent des détails saisissants renfermés dans les films qui ont enregistré la scène. Vous connaîtrez les derniers moments du géant par les témoignages de ceux qui eurent la chance d'échapper aux flammes. Voici l'histoire du Hindenburg, de sa création, de ses promesses, de son luxe et de sa destruction. Le dirigeable Hindenburg fut l'objet volant le plus volumineux de tous les temps. Il avait une présence majestueuse, dont les dimensions étaient 70 fois plus grandes que celles des dirigeables d'aujourd'hui. Il glissait placidement dans l'azur à une vitesse de 130 km/h. Sa longueur était équivalente à près de 3 terrains de football, une longueur que seuls les transatlantiques dépassaient. Le dirigeable volait à une altitude de 300 mètres et remplissait d'admiration et de stupéfaction tous ceux qui le voyaient passer. Pour ceux qui étaient assez fortunés ou assez compétents pour traverser l'Atlantique à son bord, il était considéré comme un summum d'élégance, de diversité et d'abondance inégalée de panorama de la planète. Mais au cours d'une soirée orageuse, lors d'une banale manœuvre d'atterrissage à la base navale du New Jersey, les événements prirent une tournure catastrophique. Il s'écrasait dans un grand fracas. Je me suis dit qu'il fallait sortir. Et j'ai sauté d'une hauteur de 6 à 8 mètres. Au cours de cette soirée de mai en 1937, les 200 000 mètres cubes d'hydrogène qui permettaient à l'Hindenburg de voler s'enflammèrent mystérieusement et se consumèrent en 37 secondes. Le monde connut la première tragédie à laquelle assistaient en direct les médias de la radio et du film, et la direction de la technologie de l'aviation changea à tout jamais. This is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. It's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the flame is crashing to the ground. L'immense lac de Constance sépare les Alpes de la Suisse des collines ondulantes de la Bavière. Ici, dans la petite ville allemande de Friedrichshafen, les dirigeables rigides prirent leur premier envol. Leur créateur était le comte Ferdinand von Zeppelin, qui risqua sa vaste fortune et sa réputation pour une idée. Plutôt que de remplir un seul ballon avec de l'hydrogène, comme l'avaient fait les autres pionniers de l'aviation, pourquoi ne pas remplir plusieurs ballons qu'on enfermerait dans une structure aérodynamique rigide, propulsée par des moteurs montés à bord? Le comte fut publiquement ridiculisé et traité de lunatique, mais il entreprit de construire la machine de ses rêves, un dirigeable de 140 mètres, mu par des moteurs pour le guider à travers les cieux. Il l'appela le LZ-1, L pour Luftschiff ou aéronef, Z pour Zeppelin. Le 20 juillet 1900, 3 années avant le premier vol des frères Wright, le comte von Zeppelin fit voler l'immense LZ-1 au-dessus du lac de Constance pendant 18 minutes. Il était propulsé par 2 moteurs, dont la puissance combinée équivalait à celle de la coccinelle de Volkswagen. 3 mois plus tard, le dirigeable vola pendant 1 heure et demie.
C'était un aéronef étonnant. On voit dans les photos que d'énormes masses de plomb étaient suspendues sous le vaisseau. On pouvait les déplacer vers l'avant ou l'arrière pour faire monter le nez ou la queue. Cependant, le rendement du LZ-1 n'arrivait pas à justifier ces importants coûts d'opération et de construction. Plus tard, pendant l'année 1900, le comte, désillusionné, démantela le LZ-1 et liquida sa compagnie de dirigeables. Mais 5 ans plus tard, il refit surface avec un LZ-2 plus grand et amélioré. Celui-ci s'écrasa et fut détruit lors de sa première envolée. Le comte von Zeppelin avait la ténacité d'un bulldog. À de nombreuses reprises, il fit face à la faillite à la suite de multiples écrasements dès les premiers jours. Mais il réussit à survivre, mu par une détermination inébranlable à reprendre le travail. Le brillant ingénieur Ludwig Daer travaillait à réaliser la vision du comte. Il a conçu et construit tous les dirigeables de la compagnie Zeppelin qui suivirent, y compris le Hindenburg. Des moteurs avec des ailerons stabilisateurs, des gouvernails et des élévateurs faisaient partie des progrès technologiques qui permettaient la construction d'un modèle fonctionnel. En 1908, Daer et von Zeppelin créèrent le LZ-4. Ce quatrième dirigeable fit une envolée aller-retour de 12 heures vers la Suisse et le comte lunatique devint un héros national. Un mois plus tard, le LZ-4 commença un vol d'endurance de 24 heures au-dessus de l'Allemagne. Les cloches des églises sonnaient, les enfants dansaient dans les rues quand ce visiteur de l'avenir passait au-dessus de leur tête. Cependant, après plusieurs heures de vol, des problèmes de moteur obligèrent le comte à se poser près de la ville d'Echterdingen. Alors que le comte et son équipage attendaient au village l'arrivée d'un moteur de rechange, un orage d'été souffla le LZ-4 sur des arbres avoisinants où l'hydrogène prit feu. Le comte se rendit précipitamment sur les lieux. Il arriva sur place pour voir l'épave. Ses associés conclurent que c'était la fin de leur projet. Subitement, les gens commencèrent à envoyer des dons parce que la rumeur avait circulé que le comte Zeppelin était sans le sou, et c'était vrai. L'événement est connu sous le nom de miracle d'Echterdingen. Les citoyens allemands firent corps avec le monde industriel et apportèrent leur soutien au comte devenu bien-aimé. Zeppelin reçut une lettre d'un petit garçon qui lui envoyait 20 pfennigs, l'équivalent de 10 sous. Il lui disait qu'il versait habituellement cet argent à son église et qu'il le lui envoyait en espérant que son père ne s'en rende pas compte. C'est ce genre de petits dons qui s'accumulèrent et qui finirent par atteindre la somme de 6,5 millions de marks or, ce qui était une somme considérable à cette époque. Grâce à cela, le comte Zeppelin obtint le soutien financier pour créer une série de compagnies vouées à la construction de dirigeables. En moins de 3 ans, la compagnie Zeppelin retrouva la santé financière et mit en service une petite flotte de dirigeables. Les gens pouvaient s'aventurer là où personne n'était allé auparavant, dans le ciel. Les Zeppelin permettaient de survoler de magnifiques sites panoramiques dans la campagne et les cités allemandes. Les passagers venaient d'Amérique, de la Grande-Bretagne, de la Nouvelle-Zélande, de partout dans le monde. Je dirais que seulement 25 à 28% des passagers étaient allemands, car le prix du voyage était élevé. Il en coûtait 100 Reichsmark, ce qui représentait un mois de salaire pour une envolée d'une demi-heure à 1 heure. Et toutes les places se vendaient très bien. Les premiers aéronautes voyageaient à bord de nacelles lambrissées de panneaux d'acajou sertis de perles. On y dégustait du pâté de foie gras, du caviar de beluga, les meilleurs vins d'Allemagne et du champagne français. En 1914, les vaisseaux du comte avaient transporté sans incident au-delà de 10 000 passagers payants sur une distance de 160 000 km. Mais en dépit de ce succès commercial, l'industrie du Zeppelin et toute l'Europe étaient sur le point d'aborder un avenir militaire. Au
Au début de la Première Guerre mondiale, les dirigeables allemands dominèrent le ciel. Volant à plus de 3500 mètres, les aéronefs étaient hors de portée des batteries antiaériennes. Les balles tirées des avions primitifs volant sous eux étaient tout au plus incommodantes. Les dirigeants militaires allemands accueillirent à bras ouverts le concept des dirigeables et la compagnie Zeppelin prospéra. Ils construisirent des dirigeables au rythme effarant de 2 par mois, soit une centaine de Zeppelin au cours de la Première Guerre mondiale. À mesure qu'on en construisait, on les améliorait évidemment. Il y avait des millions de boulons et des milliers de kilomètres de fils. Cependant, la matière première la plus insolite qu'on ait utilisée pour construire ces immenses machines volantes fut l'épithélium, imperméable au gaz des grands intestins prélevés sur le bétail. À l'encontre du caoutchouc, l'épithélium ne pouvait accumuler de l'électricité statique et enflammer accidentellement l'hydrogène. Les couches d'épithélium étaient méticuleusement nettoyées et collées à des pans de soie pour créer d'immenses ballons à gaz. Il fallait plus de 50 000 couches d'épithélium par ballon et plus de 700 000 par Zeppelin. On avait recours à des bouchers qui abattaient 6 vaches par semaine et qui nettoyaient les intestins, les emballaient et les envoyaient à Berlin, où la compagnie Zeppelin employait près de 1400 femmes dans son usine de ballons à gaz pour la construction de tous ces dirigeables. Aucun des dirigeables allemands n'a été abattu par l'ennemi au cours de l'année 1915. Les dirigeables survolaient l'Angleterre à leur guise. Ils pouvaient bombarder toutes les cibles qu'ils désiraient. Cependant, leurs bombardements n'avaient rien à voir avec ceux de la Deuxième Guerre mondiale. Ils laissaient tomber les bombes à la main par la fenêtre. La justesse de leurs tirs laissait à désirer et ils faisaient peu de dommages. Au cours de la guerre, les Allemands développèrent un système de lestage de bombes plus grosses, qui allait jusqu'à 500 kg. Ils avaient aussi des systèmes qui localisaient les cibles avant de les bombarder. Les Britanniques surnommèrent les Zeppelin les tueurs d'enfants, et ils se rendirent compte que pour éviter un désastre, ils allaient devoir se défendre. Il s'ensuivit une course aux armements. Les Britanniques eurent recours au blackout et à des projecteurs et des canons antiaériens plus puissants. Ils remportèrent leur plus grand succès avec des versions améliorées de leurs avions équipés de balles incendiaires. Il suffisait que la balle explose à l'intérieur des ballons d'hydrogène pour enflammer l'hydrogène. Les équipages n'emportaient pas de parachute à bord à cause de leur poids. Lorsqu'un dirigeable était atteint, tous à bord trouvaient habituellement la mort dans l'écrasement. Les Allemands répliquèrent en construisant des Zeppelin de plus en plus légers, capables d'atteindre des altitudes de 6000 mètres. Leur partie inférieure était peinte en noir pour échapper aux projecteurs britanniques. Mais cela ne suffisait pas. Même s'il resta actif jusqu'à sa mort, le comte von Zeppelin se trouva de plus en plus déçu de voir ses dirigeables abattus aussi facilement. Il mourut le 8 mars 1917. Les funérailles et la garde d'honneur furent grandioses. Toute l'Allemagne pleura sa mort. À peine 6 mois plus tard, un avion de combat britannique équipé d'un moteur Rolls-Royce à la fine pointe de la technologie atteignit une altitude de 6700 mètres et abattit le Zeppelin du commandant de la division aérienne de la marine allemande. La première course technologique entre l'avion et le dirigeable était terminée et l'avion avait remporté la victoire. Le Hindenburg n'aurait jamais vu le jour si le dirigeable américain Los Angeles n'avait pas connu un succès aussi spectaculaire. Ceux qui ont pu voler à bord du Los Angeles trouvaient qu'il s'agissait du meilleur dirigeable jamais construit. J'ai été membre de son équipage pendant 5 années. Il a eu une vie de 14 années et il est mort dans son lit, c'est-à-dire qu'il a fallu le démonter pour s'en débarrasser. Le Los Angeles portait un autre nom durant sa construction à Friedrichshafen, le LZ-126.
C'était le 126e dirigeable conçu par la compagnie Zeppelin et le 116e construit par la compagnie. À la fin de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles interdit à l'Allemagne de construire de nouveaux dirigeables de très grande taille. De plus, les Zeppelin intacts avaient été partagés entre les Alliés victorieux à titre de compensation de guerre. Il manquait cependant un dirigeable aux Allemands. Hugo Echner, le leader charismatique de la compagnie Zeppelin d'après-guerre, fit des démarches pour construire cet aéronef manquant pour les États-Unis. Il réussit et reçut un contrat pour la construction du LZ-126. Il empêcha ainsi la compagnie Zeppelin d'avoir à envisager l'avenir comme fabricant de chaudrons en aluminium. Le docteur Echner était à l'origine journaliste. Il avait écrit pour le journal local de Francfort. Il savait comment manipuler les gens de la presse. C'était un expert dans l'art des relations publiques, ce qui était vital pour l'obtention de fonds destinés à la construction de ces dirigeables. La participation de Echner à la compagnie Zeppelin remontait au premier vol des dirigeables du comte. Echner avait écrit des comptes rendus critiques sur les LZ-1 et LZ-2. Le vigoureux comte alla à la rencontre de l'ennemi et, en peu de temps, Echner devint le directeur des relations publiques de la compagnie Zeppelin. En 1911, Echner était devenu un pilote de Zeppelin. Son dirigeable, le Deutschland II, s'écrasa à sa première envolée. Néanmoins, il acquit rapidement la réputation de meilleur pilote de dirigeable au monde. Il était extrêmement habile et prudent. Pendant la guerre, il formait les pilotes de dirigeables et, à la suite de la guerre, il remporta une lutte de pouvoir interne et obtint le contrôle absolu de la compagnie Zeppelin. La construction du LZ-126 se fit sans incident. Mais quand vint le temps de livrer le plus récent Zeppelin aux États-Unis, Echner fit face à un épineux problème. Aucune compagnie ne voulait assurer la traversée de l'Atlantique du dirigeable. Echner déclara qu'il était prêt à risquer la vie de l'entreprise. Si le vol était un échec et que l'aéronef s'écrasait, sa compagnie en assumerait tous les coûts et les frais. Il se trouvait devant l'alternative suivante. Ou bien il livrait le LZ-126, ou bien il coulait avec lui. Le 13 octobre 1924, Echner traversa l'Allemagne à bord du LZ-126 et se dirigea vers l'Amérique. Une seule fois auparavant, un dirigeable avait traversé l'océan Atlantique. C'était le dirigeable britannique R-34 qui l'avait fait durant l'été. Echner craignait et respectait les orages d'automne. On disait qu'Echner pouvait sentir un orage à plus de 160 km et qu'il avait un sens incroyable de la météo. On dit qu'il avait appris cela en passant sa jeunesse à naviguer sur le lac Constance, au sud de l'Allemagne. Echner entreprit un parcours sinueux sur l'Atlantique pour esquiver les orages. Le 15 octobre, il arriva au-dessus de la ville de New York, aux commandes du plus récent des Zeppelin. Plus tard, cette journée-là, il fit un atterrissage triomphal à la base navale de Lakehurst, dans le New Jersey, où un immense hangar tout neuf attendait le LZ-126. À une époque de compétition aérienne internationale marquée d'échecs spectaculaires, le Los Angeles était la démonstration de la valeur de l'expérience allemande en construction et en pilotage de dirigeables. Les Britanniques et les Américains n'avaient tout simplement pas construit un nombre suffisant d'aéronefs pour pouvoir tirer profit de leurs erreurs. Les Américains ne construisirent que 3 dirigeables rigides et l'Angleterre 16. L'Allemagne, de son côté, en construisit 138. La plupart d'entre eux provenaient de la compagnie Zeppelin. Les erreurs des nouveaux constructeurs de dirigeables étaient catastrophiques. Le Los Angeles partageait l'immense hangar de Lakehurst avec le Shenandoah, le premier grand dirigeable construit par les Américains. Après avoir accompli un voyage spectaculaire de 14 000 km à travers les États-Unis en 1925, le Shenandoah fut emporté par un orage du Midwest et brisé en deux. Le vaisseau était une copie d'un Zeppelin allemand et avait été mal construit. 14 hommes d'un équipage de 40 trouvèrent la mort dans cet accident.
Les Britanniques et les Américains utilisaient des Zeppelin abattus pendant la Première Guerre mondiale comme modèle pour leurs propres dirigeables, qui étaient ainsi construits selon une technologie dépassée. 5 ans après l'écrasement du Shenandoah, les Britanniques préparèrent leur gigantesque R-101 de 235 mètres pour son voyage inaugural de Londres vers l'Inde. Le vaisseau immense avait été récemment coupé en deux pour y ajouter un ballon supplémentaire et lui permettre de soulever des chambres luxueuses et des ponts. Le lourd R-101, dont la structure était défectueuse, loin d'atteindre l'Inde, s'écrasa et s'enflamma dans la campagne française. 48 personnes y trouvèrent la mort. L'écrasement du R-101 entraîna la perte par le gouvernement britannique de toute confiance en l'avenir des grands dirigeables. Et on ne construisit jamais plus de dirigeables rigides en Grande-Bretagne. Ce fut ensuite la venue du Akron américain. En 1931, il était le plus grand aéronef jamais construit. Le contrat de la marine américaine avait été accordé à la compagnie Goodyear Zeppelin, une filiale de la compagnie Goodyear Tire and Rubber. Le président de la compagnie Goodyear Tire and Rubber, M. Litchfield, avait conclu une entente avec les Allemands par l'intermédiaire du Dr. Eckner. Les Allemands viendraient aux États-Unis pour former un noyau de conception et d'ingénierie chez Goodyear et leur permettre de commencer la construction de grands dirigeables rigides. Le Akron accumula plus de 1700 heures de vol au cours de 74 sorties. Les moteurs étaient à l'intérieur et on expérimenta et perfectionna la technique de largage et de capture d'avions. En dépit de ces innovations et de ces succès, le Akron sombra au cours d'un orage au-dessus de l'Atlantique en 1933. Il n'y avait pas de ceinture de sauvetage à bord et 73 des 76 marins périrent. Goodyear Zeppelin compléta néanmoins le travail sur le Macon, le vaisseau jumeau de l'Akron, dans son gigantesque hangar en Ohio. La marine misait beaucoup sur le Macon et le considérait comme le dirigeable le meilleur et le plus rapide qui ait jamais volé. Comme le Akron, le Macon était un porte-avions volant avec 5 avions de combat Sparrowhawk à son bord. Ils acquirent une telle habileté à faire ces manœuvres qu'ils enlevèrent les roues aux avions, qui à partir de ce moment atterrissaient sur le Macon. Le Macon, comme le Akron, était gonflé à l'hélium, ininflammable. Mais il s'écrasa lui aussi, victime d'une défaillance structurelle des immenses ailerons de la queue. Il sombra dans le Pacifique durant la nuit au large de la côte de la Californie centrale. Grâce à la présence de ceintures de sauvetage, 81 des 83 membres d'équipage eurent la vie sauve. Le dirigeable Los Angeles de la compagnie Zeppelin vola sans encombre pendant presque toute la durée de cette période désastreuse pour les dirigeables de l'entre-deux-guerres. De plus, il accomplit de nombreuses expériences dangereuses. Pendant 3 semaines, en 1929, il s'amarra à un navire-citerne sur l'océan. Il atterrit sur un porte-avions et 2 ans avant le lancement du Akron, il largua et captura des avions de combat. En 1932, après 8 années de service, le vénérable Zeppelin fut mis au rencard. Si le Los Angeles n'avait pas réussi à convaincre le monde de la supériorité de la conception et de l'expérience des dirigeables allemands, Hugo Ackner avait un autre résultat spectaculaire à montrer, le précurseur du Hindenburg, le Graf Zeppelin. Le 8 juillet 1928, dans le hangar de la compagnie Zeppelin à Friedrichshafen, la fille du comte von Zeppelin baptisa le LZ-127, le dernier-né des dirigeables allemands. La détente de l'application du traité de Versailles sur l'interdiction de construire des dirigeables allemands, ainsi que la persévérance d'Hugo Ackner à recueillir des fonds, a permis la création du LZ-127. Connu sous le nom de Graf Zeppelin, il parcourut sans incident plus d'1 600 000 kilomètres. Grâce à cela, le dirigeable et son commandant, le docteur Ackner, acquirent un statut presque mythique.
Lors d'un sondage, le Graf Zeppelin fut désigné comme l'aéronef le plus célèbre du monde. Il accomplit 590 vols et traversa l'océan 144 fois. Ces chiffres ne paraissent pas impressionnants aujourd'hui, mais au cours des années 30, ils l'étaient. L'exploit le plus saisissant du Graf Zeppelin fut accompli au début de sa carrière. Afin de faire connaître son rêve de créer un service aérien transcontinental sur une base régulière, Hugo Eckner jura qu'il ferait le tour du monde avec son nouvel aéronef. C'est William Randolph Hearst qui finança le coûteux voyage. Il avait les droits exclusifs en langue anglaise sur l'histoire du vol. Il y avait aussi les milliers de collectionneurs de timbres qui payaient une surprime pour avoir un courrier avec timbre commémoratif estampillé par le Graf Zeppelin et envoyé de partout sur la planète. Sur l'insistance de Hearst, le vol commença en Amérique. Le vol du Graf Zeppelin, qui est sur le point de commencer, sera la réalisation des espoirs que nous entretenons pour les dirigeables. Nous avons piloté le Graf Zeppelin 3 fois au-dessus de l'Atlantique et fait d'autres sorties sans encombre, tant pour les passagers que pour l'équipage. Cela m'a convaincu que nous avons passé l'étape expérimentale et que le dirigeable est un véhicule sûr pour les longs voyages aériens. Le vaisseau et l'équipage sont prêts. Dans peu de temps, ils seront dans le ciel pour accomplir leur premier voyage par air autour du globe. Au cours de la seconde partie de ce périple autour du monde, les 59 hommes, dont plusieurs étaient des reporters, et la seule femme à bord, établirent un record de distance sans escale. Ils survolèrent l'Allemagne, puis les vastes plaines désolées de la Sibérie. Dans leur nacelle, bien au-dessus du reste de la communauté humaine, les passagers festoyaient avec des repas et des vins de qualité. Un fervent de l'avenir des dirigeables, le lieutenant-commandant de la marine américaine Charles Rosendahl était du nombre. À l'extérieur, une équipe de mécaniciens entretenait les 5 moteurs en leur fournissant un mélange spécial d'essence et de gaz semblable au propane. D'autres membres d'équipage patrouillaient la surface extérieure du Zeppelin et effectuaient des réparations en vol lorsque nécessaire. Le Zeppelin d'Eckner parcourut 11 000 km avant d'atteindre la destination de Tokyo, au Japon. Les Japonais célébrèrent l'arrivée du premier dirigeable en terre japonaise en décrétant une fête nationale. Hugo Eckner a souvent dit qu'il était conscient de l'impact psychologique que pouvait provoquer le vol d'un objet qui avait une longueur de 3 pâtés de maison à 150 mètres au-dessus des têtes. Une grande partie de ses succès reposait sur son habileté à se servir de cet impact psychologique. Eckner quitta Tokyo et amorça le premier vol ininterrompu au-dessus du Pacifique. Après avoir parcouru 8000 km, il ralentit considérablement à l'approche du pont Golden Gate de San Francisco. Un de ses collègues lui demanda plus tard s'il y avait eu un problème. Eckner lui répondit que tout avait été très bien et qu'il voulait simplement s'assurer que les gens qui verraient le Graf Zeppelin passer par le Golden Gate pourraient le voir avec le soleil en arrière-plan, afin de donner l'impression qu'il émergeait du soleil. Ils se rendirent à Los Angeles, puis ils survolèrent le grand désert des États-Unis. Lady Grace Drummond Hay, qui représentait la presse britannique, écrivit que le Graf Zeppelin était plus qu'une machine constituée de canevas et d'aluminium. Il avait une âme. Ils firent un passage triomphal au-dessus de Chicago, puis de New York. Ils complétèrent leur tour du monde en atterrissant finalement à Lakehurst, dans le New Jersey. Eckner fut le centre d'attraction d'un défilé pour la seconde fois à Manhattan. Le Dr Eckner était une personnalité très célèbre, probablement plus encore que Charles Lindbergh. Un journal italien proposa un concours pour connaître la personne la plus populaire du monde. J'imagine que Mussolini croyait être en lice, ou encore le pape. Mais c'est Eckner qui remporta la palme.
Les jouets et les jeux de l'époque reflétèrent l'engouement pour le Zeppelin qui avait balayé le monde. Les Zeppelin avaient rempli la promesse d'un avenir fécond en voyages exotiques et en découvertes scientifiques. Moins de 2 ans après le voyage spectaculaire du Graf Zeppelin autour du monde, Ackner se rendit dans l'Arctique avec son solide aéronef. Ce périple d'exploration de 13 000 km fut encore une fois financé grâce aux collectionneurs de timbres. Même si le voyage dans l'Arctique fut un succès sur le plan scientifique et que le dirigeable demeurait à l'avant-scène pour le grand public, Ackner n'avait toujours pas réalisé le service de passagers transatlantique dont il rêvait. Pour atteindre cet objectif, il tourna son regard vers les colonies allemandes de l'Amérique du Sud. En 1931, le Graf Zeppelin avait commencé une liaison régulière pour passagers entre l'Allemagne et le Brésil. Si vous habitiez Berlin et que vous vouliez vous rendre à Rio, il fallait compter 3 semaines. Le Graf Zeppelin vous offrait la possibilité d'accomplir le même voyage en 3 ou 4 jours. Le service du Graf Zeppelin en Amérique du Sud était tellement populaire qu'Ackner convainquit le gouvernement du Brésil de construire un gigantesque hangar pour le Zeppelin près de Rio de Janeiro. Il servirait au Graf Zeppelin et à un autre Zeppelin plus immense qu'il envisageait de construire, celui qui serait un jour connu sous le nom de Hindenburg. Le Graf Zeppelin accomplit un total de 63 voyages aller-retour au Brésil. Au cours de cette même période, il fit 2 voyages commerciaux aller-retour à Lakehurst, au New Jersey. Les vols devenaient routiniers. Souvent, l'ancien premier officier d'Ackner, Ernst Lehmann, prenait les commandes du vaisseau pendant qu'Ackner continuait ses démarches pour construire un plus grand Zeppelin et offrir un service plus complet de traversée transatlantique. Ernst Lehmann avait été un pilote de dirigeable durant la guerre. Il était un excellent pilote. Il aimait jouer de l'accordéon et à bord des Zeppelin, il se rendait dans ce qu'on appelait le nid de l'équipage à l'extrémité du vaisseau et il y jouait de la musique. La sérénité avec laquelle le Graf Zeppelin naviguait ne reflétait pas la turbulence qui faisait rage au sol. Le monde était aux prises avec une dépression économique terrible et les forces maléfiques du Troisième Reich avaient remporté le pouvoir en Allemagne. Ackner s'en est tiré malgré tout avec les nazis. Il ne pouvait les supporter. Il parlait ouvertement contre le régime nazi et sa grande popularité lui a évité de se retrouver dans un camp de concentration. Ackner a levé le nez à plusieurs reprises sur les nazis. Il a, à une occasion, refusé aux puissants partis au pouvoir le droit d'utiliser l'immense hangar de la compagnie Zeppelin, capable de contenir des dizaines de milliers de partisans pour un ralliement politique. Il y eut même un mouvement pour présenter Ackner comme candidat présidentiel contre Adolf Hitler. Mais la passion d'Ackner était les dirigeables, et pour réaliser son plan de service transcontinental, il fit un pacte avec le diable. Ackner n'avait pas les fonds pour acheter ou construire de nouveaux hangars et créer des dirigeables encore plus grands. Le nouveau régime vit à ce que sa compagnie ait les fonds nécessaires. Il devait bien sûr donner quelque chose en échange. Göring mit sur pied le DCR, le Deutsche Seefahrerei, une organisation subsidiaire distincte de la compagnie de construction d'avions. Et tout cela était au service des nazis. Le légendaire Graf Zeppelin, qui avait emballé et rempli d'admiration des millions de gens au cours de ses vols, portait maintenant l'emblème de la croix gammée nazie. Et dans son nouveau hangar plus vaste de Friedrichshafen, construit avec l'argent des nazis, Ackner commença à planifier la construction du plus grand dirigeable jamais construit, le LZ-129, le Hindenburg. Le Hindenburg était la quintessence de tout ce qu'ils avaient appris jusqu'alors. Toutes les erreurs avaient été corrigées sur le Hindenburg. Le Hindenburg serait construit pour résister aux dangereuses tempêtes du nord de l'Atlantique. Il serait plus large, plus solide, avec une meilleure sécurité que tous les autres dirigeables qui l'avaient précédé. Sa longueur serait de 245 mètres, 175 mètres de plus qu'un Boeing 747,
et seulement 23 mètres de moins que le Titanic. La hauteur, ou le diamètre, serait de 41 mètres, l'équivalent d'un édifice de 13 étages. Son poids, 130 tonnes. Son volume de gaz, 200 000 mètres cubes, l'équivalent du volume de 300 résidences américaines ordinaires. Ces poutrelles, légères et solides, faites d'un alliage d'aluminium connu sous le nom de duralumin, s'étaleraient bout à bout sur une longueur de 21 km. Les nacelles des moteurs pourraient contenir 4 moteurs diesel Daimler-Benz pouvant produire chacun 1320 chevaux vapeur. Les ailerons de la queue auraient une longueur de 32 mètres et porteraient, comme le Graf Zeppelin, une immense croix gammée. Le fait que le Hindenburg ait de telles dimensions donna vraiment du courage aux ouvriers qui le construisaient. Ils étaient très heureux et tout à fait confiants qu'ils accomplissaient un excellent travail. Ils n'avaient aucune retenue à en parler. Ils en étaient fiers. Les ouvriers complétèrent le Hindenburg au début de 1936, plus de 4 ans après le commencement de sa construction. Les anneaux olympiques furent peints sur ses parois en vue de son apparition aux Jeux olympiques de Berlin plus tard dans l'année. Le dirigeable, toujours sans nom, était prêt à passer à l'histoire. Lorsque le Hindenburg fit son premier vol, les nazis contrôlaient la DZR, la compagnie allemande de transport Zeppelin. Ils étaient conscients de la valeur politique que possédait le grand dirigeable. Le 26 mars 1936, à peine 3 semaines après son parachèvement, le Hindenburg et le Graf Zeppelin partirent en campagne de propagande à travers l'Allemagne. Ils survolèrent toutes les villes de plus de 100 000 habitants et laissèrent tomber des feuillets vantant Adolf Hitler et les objectifs du parti nazi. Ernst Lehmann et non Hugo Hackner étaient aux commandes du Hindenburg. Lehmann connaissait les dirigeables et savait comment les manœuvrer. Mais il y avait un détail qui n'allait pas. Il aimait jouer le jeu des nazis qui gouvernaient l'Allemagne. Pour que la tournée de propagande commence à temps, Lehmann effectua un dangereux décollage avec un vent de dos. Il a fait cette tentative parce qu'il voulait plaire aux dirigeants de Berlin. Au cours de la manœuvre, l'aileron inférieur a été endommagé et il a fallu laisser le dirigeable traverser le lac en vol libre pendant 2 heures et demie. Il a failli perdre le vaisseau. C'était une très mauvaise décision. Lorsque le Zeppelin se posa au sol, Hackner dénonça vigoureusement Lehmann et les nazis. La nouvelle de sa colère parvint rapidement à Joseph Goebbels, le ministre de la propagande d'Hitler. Hackner devint persona non grata. À la conférence de presse qui s'ensuivit, Goebbels déclara qu'à l'avenir, ni le nom ni la photo d'Hackner ne devaient paraître dans les journaux. Alors qu'Hackner était retiré de la place publique, ce n'était pas le cas de son nouveau dirigeable. En août, le Hindenburg survola à basse altitude les cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques de 1936 à Berlin. Son passage fut saisissant. Le seul endroit où la vue pouvait être plus remarquable que dans le stade était celle qui s'offrait à bord du Hindenburg. De la nacelle, on pouvait tout voir. Nous faisions partie du vol olympique vers Berlin en 1936. Ce fut un vol magnifique au-dessus de Berlin et du stade. Les gens regardaient plus en direction du dirigeable que des activités sur le terrain. Un mois plus tard, le parti nazi tint un immense rassemblement à Nuremberg. Encore une fois, les dirigeants du parti exploitèrent le Hindenburg pour glorifier leur cause. Les journaux américains avaient laissé entendre que le nouveau Zeppelin pourrait porter le nom d'Hitler, mais le choix se porta sur le nom de Paul von Hindenburg,
le héros de guerre allemand et président décédé récemment. Hitler et le régime nazi croyaient que rien ne devait porter le nom d'Hitler, d'Allemagne ou de Deutschland s'il y avait un risque qu'il soit détruit. Hitler ne voulait pas que son nom figure sur un tel objet. Mais le Hindenburg était beaucoup plus qu'un symbole nazi. Il avait été construit pour les vols transatlantiques et il fonctionnait à merveille en 1936. Le 8 mai de cette année-là, Eckner, toujours persona non grata, et le capitaine Lehman survolèrent triomphalement la ville de New York avant de terminer la première traversée de l'Atlantique en atterrissant à la base navale de Lakehurst. La traversée se fit en un temps record de 61 heures et demie. I am convinced under all weather conditions, even on the most unfavorable, we will be able to make the flight in all regularity and safety. En 1936, le Hindenburg fit 10 allers-retours vers la côte est des États-Unis, se posant toujours à Lakehurst. La compagnie allemande de transport Zeppelin payait un loyer de 40 000 $ par année pour l'utilisation de la base navale et de son immense hangar. Le dernier né des Zeppelin fit aussi 7 allers-retours à Rio de Janeiro, en complémentarité à la liaison régulière du Graf Zeppelin. Les Zeppelin, en particulier le Hindenburg, avaient le monopole du transport aérien au-dessus de l'Atlantique. I realized that at last the commercial airship flying across the Atlantic can mean something. The Graf Zeppelin was a sort of sporting experiment, but this is something real and concrete. It was wonderful. And I enjoyed every minute of it. The German ship and the German crew were both magnificent. It was a swell fight. And I can assure you that the greatest thrill of this trip was the fact that transatlantic flying has passed the stage of a hazardous adventure, but has settled down now to a dependable, most comfortable passenger service. Le Hindenburg était une vedette. Les foules accouraient à Lakehurst simplement pour le voir. Il en coûtait 1,25 $ pour ce privilège. C'était beaucoup moins cher que les 400 $ qu'on demandait pour un billet aller simple du New Jersey à l'Allemagne. En tant que représentant de la compagnie américaine Goodyear Zeppelin, Harold Dick a passé plus de temps à bord du Hindenburg que tout autre Américain. Le vol à partir du sud de l'Allemagne jusqu'à Rio était long, et la traversée aller-retour de l'Atlantique, de l'Allemagne à Lakehurst, procurait un sentiment de grande satisfaction. Le Hindenburg se montrait à la hauteur de sa réputation de superbe moyen de transport. Il était très confortable, rapide, doux. Il avait tout en sa faveur. Jeder war stolz auf das Schiff erstens. Tout le monde était fier du dirigeable. C'était le plus moderne, le plus nouveau, le plus solide des Zeppelin. Nous étions particulièrement fiers d'avoir été choisis pour faire partie de l'équipage du Hindenburg. À l'encontre de la nacelle extérieure du Graf Zeppelin, le compartiment des passagers était entièrement à l'intérieur. Ces deux ponts n'occupaient pourtant qu'1% du volume du vaisseau et établissaient un nouveau standard de luxe dans le transport aérien. L'élégante salle à dîner pouvait recevoir 50 personnes à la fois. Je m'assoyais avec les passagers pour manger et sur la table, je plaçais à la verticale mon stylo sur une de ses extrémités plates. Je n'y touchais plus du repas et à la fin, je le remettais dans ma poche. Il n'est jamais tombé. Il n'y avait aucune vibration ni chaos.
Les cuisiniers préparaient des repas de gourmet dans une cuisinière entièrement électrique. Nous avions beaucoup de travail à bord. Nous étions 3 cuisiniers et nous faisions la cuisine pour 110 personnes. À chaque repas, nous avions une carte de vin qui ferait honneur aux meilleurs restaurants d'Europe. Je ne pense pas que quiconque ait pu se plaindre de la nourriture et du décor. C'était de très bonnes tables avec des serveurs et de la porcelaine décorée avec les motifs du Hindenburg. Il était possible d'acheter des pièces de vaisselle en souvenir et tous en achetaient une grande quantité. Les passagers dormaient dans 25 cabines avec lits superposés, ventilation et eau courante chaude et froide. Wir haben sehr viel zu sehen bekommen. Das ist nicht so wie heute auf dem Flugzeug, das zum Beispiel. Nous avons eu la chance de voir beaucoup de pays. Ce n'était pas comme aujourd'hui dans un avion qui vole à 10 000 mètres où on ne voit que des nuages et très peu du sol. Nous pouvions voir les plus petits détails à partir du dirigeable, même un simple poulet ou encore des baleines, des poissons ou des requins. Nous en voyions beaucoup en survolant l'océan. Si la vue des fenêtres panoramiques à l'intérieur du dirigeable était superbe, elle était encore plus spectaculaire à l'extérieur. Une équipe de mécaniciens grimpait dans les nacelles des 4 moteurs diesel Daimler-Benz durant des périodes de 2 heures. In der Gondel war man, wie Sie sagen, allein, Tag und Nacht natürlich. Und man hat den Motor. Bien sûr, on y était seul, jour et nuit. On surveillait le moteur et les jauges. Par contre, on avait l'avantage d'une vue dégagée des 2 côtés et il nous était possible, comme on dit en allemand, de faire une promenade visuelle, car observer le moteur était inutile. C'était en l'écoutant qu'on pouvait détecter une anomalie. Da kann man am ersten eine Unregelmäßigkeit feststellen. La première paire des énormes moteurs était installée à 30 mètres derrière les quartiers des passagers. À l'intérieur, le rugissement était à peine un murmure. C'était vraiment silencieux. Je dirais que par comparaison, cette pièce est aussi tranquille qu'à l'intérieur du Hindenburg. Dans le salon à tribord, les passagers écoutaient la musique qu'on jouait sur un piano à queue en aluminium. À bord du Hindenburg, il y avait même un fumoir où les passagers avaient accès à un choix d'alcool de tous les pays tout en fumant. Ceux d'entre nous qui avions été conditionnés à craindre l'hydrogène ne pouvions nous empêcher de penser qu'il y avait 200 000 mètres cubes d'hydrogène au-dessus de nos têtes. Je n'y ai jamais fumé parce que nous avions drôlement peur de l'hydrogène. Les Allemands ne le craignaient pas parce qu'ils avaient une confiance absolue en leur aptitude à le manipuler en toute sécurité. L'hydrogène était le maître silencieux du Hindenburg. C'est le gaz le plus léger de l'univers, mais il est aussi très inflammable. On voyait partout les efforts que les Allemands avaient mis à confiner le diable dans sa cage, afin d'éliminer la possibilité qu'une étincelle enflamme accidentellement le grand dirigeable au complet. Le système de cuisson entièrement électrique n'utilisait pas de flamme nue. Les moteurs fonctionnaient au diesel, un carburant non explosif. C'était une grande amélioration en comparaison des moteurs du Graf Zeppelin qui consommaient de l'essence combinée avec un gaz. Le fumoir ne comportait qu'un seul briquet électrique attaché par un fil au mur. La pression atmosphérique y était positive pour empêcher les infiltrations d'hydrogène. Les équipes à l'œuvre à l'intérieur de l'aéronef portaient des bottillons spéciaux en feutre pour éviter toute étincelle provenant d'un clou de semelle sur la charpente en duralumin du dirigeable.
Les passagers devaient se départir de tous les briquets et les allumettes en leur possession avant de monter à bord du Zeppelin. Pourtant, le danger demeurait constant. Wir haben ja gesehen am Graf Zeppelin, man ist die ganze Erde, man ist in allen Klimazonen. Avec le Graf Zeppelin, nous avions vu que nous pouvions voler autour du monde dans toutes sortes de zones climatiques avec un certain sens de sécurité. Mais l'hydrogène demeurait un danger constant et nous éprouvions un sentiment étrange lorsque nous volions à travers un orage électrique et que les éclairs frappaient autour de nous. Il ne fallait pas faire une confiance aveugle à cette marmite à gaz volante. Den Gaskessel doch nicht so richtig getraut. Le Hindenburg avait été conçu pour l'utilisation de l'hélium, un gaz légèrement plus lourd et ininflammable. Mais durant les années 30, presque tous les stocks d'hélium de la planète appartenaient aux États-Unis parce que c'était un sous-produit des puits de pétrole et de gaz naturel du Texas. Hugo Echner était un homme éminemment pragmatique. Il était certainement inquiet qu'on continue à utiliser l'hydrogène. Il avouait qu'il ne pouvait s'empêcher de penser qu'un jour un accident se produirait. Les Allemands ne firent jamais de demande officielle pour obtenir de l'hélium. Malgré le désir d'Echner, le régime en place en Allemagne ne voulait pas se rendre aux États-Unis pour quémander de l'hélium. Même si les Allemands avaient essayé d'obtenir de l'hélium afin de remplir le Hindenburg en 1936, il est peu probable que les États-Unis leur en auraient vendu. Les Américains craignaient le parti nazi et les souvenirs des tueurs d'enfants de la Première Guerre mondiale étaient encore vivaces. Pour la compagnie allemande de transport Zeppelin, il y avait aussi des raisons tant économiques que politiques d'utiliser l'hydrogène. L'hydrogène était beaucoup moins cher que l'hélium et avait un pouvoir de sustentation plus élevé. Le Hindenburg, qui pouvait transporter 70 passagers avec de l'hydrogène, n'aurait pu en accommoder que 40 lorsque rempli d'hélium. Il y avait une mentalité qui s'était répandue à l'intérieur même de la compagnie allemande Zeppelin, à l'effet que rien ne pouvait mal aller. On n'avait pas besoin d'hélium, car on avait démontré qu'on savait manipuler l'hydrogène en toute sécurité. Vers la fin de la saison des vols de 1936, le Hindenburg retourna en Allemagne pour son entretien. Son journal de vol était impeccable. Son avenir et celui des traversées aériennes intercontinentales brillaient d'espoir. La ville de Francfort en Allemagne possédait plusieurs attributs qui faisaient défaut à Friedrichshafen. C'était un centre de population important et une halte pour les transports. Pendant plusieurs années, Francfort avait été témoin des passages des Zeppelin. En 1933, la compagnie allemande de transport Zeppelin décida de déménager à Francfort son centre d'opération aérienne. À son nouvel aéroport, une base aérienne de Rhein-Main, le Hindenburg utilisait déjà à la fin de 1936 le hangar Zeppelin récemment construit. Le hangar géant n'était que le premier d'une série de 6 qui étaient prévus. 4 d'entre eux seraient disposés en cercle. Un 5e, placé sur des rails, ferait des rotations pour s'aligner avec les autres hangars. Les Zeppelin seraient ainsi assurés de décoller le nez au vent. Les hangars devaient desservir une flotte de Zeppelin transcontinentaux. Des grands projets qui devaient être réduits à néant par un brasier d'hydrogène de 37 secondes. À Friedrichshafen, le vaisseau jumeau du Hindenburg, le Graf Zeppelin II, était déjà en construction. Sauf pour quelques modifications mineures, ce devait être une copie conforme du Hindenburg. Les Zeppelin de l'avenir seraient encore plus grandioses. La nouvelle génération des dirigeables était déjà sur la planche à dessin. Le Hindenburg contenait 200 000 mètres cubes de gaz. Le modèle futur aurait une capacité de 240 000 mètres cubes et pourrait transporter jusqu'à 100 passagers. Echner et la compagnie allemande de transport Zeppelin envisageaient de construire une flotte initiale de 5 dirigeables. Grâce à la coopération financière de la compagnie américaine Goodyear Zeppelin, la flotte pourrait augmenter à 10 dirigeables. Et en moins d'une décennie, 36 à 40 Zeppelin gigantesques relieraient les grands centres de population du monde. Pour servir ces nouvelles opérations de Francfort, la compagnie Zeppelin construisit son propre village près de l'aéroport de Rhein-Main, Zeppelinheim.
On envisageait une communauté de 5 à 600 maisons, avec des écoles, des églises et tout. La première section fut construite et inaugurée en 1936, lorsque les opérations du Hindenburg commencèrent. Environ 90 résidences furent construites. Une force extérieure était à l'origine de cette frénésie de construction à Francfort. La compagnie Zeppelin participait à une lutte de suprématie dans le ciel. Le compétiteur des dirigeables géants était l'avion à aile fixe. Ils faisaient face à la rivalité de l'hydravion. En 1935, Panam ouvrit une route sur Manille, en passant par Hawaï, Wake, Midway, jusqu'à Manille, en sautant d'une île à l'autre. Les hydravions devaient décoller et atterrir sur l'eau, ce qui limitait leur utilité. Mais en 1938, l'avion allemand Fulkavel 200 décolla d'une piste et fit le premier vol sans escale entre Berlin et New York avec passagers. La flotte des Zeppelin allait faire face à une rude compétition, mais la concurrence directe ne se produisit jamais. Ces gens qui se trouvaient sur la base aérienne de Lakehurst, au New Jersey, assistaient à l'événement qui allait mettre fin à la course entre le dirigeable et l'avion. Non, non, je n'avais pas peur. Combien de vols ai-je effectué à bord des dirigeables? Tous ces vols en Amérique du Sud et en Amérique du Nord? Non, je n'avais pas peur. La compagnie Zeppelin avait mis au point un emploi du temps ambitieux pour le Hindenburg en 1937. Durant la période de mai à novembre, il devait faire 18 allers-retours entre Francfort et Lakehurst au New Jersey. Le 3 mai, le Hindenburg quitta son hangar de Francfort avec 36 passagers et 61 membres d'équipage. Pour la première fois, c'était le commandant Max Pruss qui était aux commandes du vaisseau de prestige de la compagnie Zeppelin. Je l'ai connu alors qu'il était simple officier d'observation sur le Graf Zeppelin. C'était un homme merveilleux et un excellent pilote de dirigeable. Il savait ce qu'il faisait et il avait gravi les échelons graduellement. Hans Lehmann était devenu directeur des opérations de la compagnie allemande de transport Zeppelin. Il accompagnait Pruss dans le poste de pilotage à titre d'observateur. Ni Pruss ni Lehmann n'avaient prêté une attention particulière à une nouvelle vague de menaces à la bombe contre le Hindenburg. Dans une atmosphère de tension politique de plus en plus grande, les menaces à la bombe contre ce symbole du pouvoir nazi étaient devenues monnaie courante. Hugo Eckner, qui était toujours responsable de la construction des Zeppelin, était resté en Europe. Die erste Überfahrt 1937, die war normal, aber Au cours de cette première traversée en 1937, tout avait été normal. Il y avait eu seulement un délai d'une demi-journée à cause de forts vents contraires. Ce qui nous prenait entre 50 et 60 heures nous en avait pris un peu plus. Mais pour le reste, tout s'était passé normalement. En atteignant la côte est des États-Unis, Pruss fit plaisir aux passagers en survolant Manhattan. C'était une manœuvre habituelle. Lorsque nous sommes arrivés à Manhattan, nous avons fait le tour de la Victoire. Puis, les sirènes des bateaux et des gratte-ciels se mirent à hurler. Pruss approcha le Hindenburg tellement près de l'Empire State Building que les passagers pouvaient saluer de la main les spectateurs présents dans le nouveau site d'observation au sommet de l'édifice. Les plans d'utilisation du gratte-ciel comme mât d'ancrage pour les Zeppelin ne se sont jamais matérialisés. Ils ont continué vers Lakehurst à une demi-heure de distance. Da sah man dann von Westen her eine Gewitterfront herkommen, eine dunkle Front. Puis, nous avons vu les nuages sombres d'un orage arrivant de l'ouest et nous avons reçu des ordres. Le capitaine choisit de ne pas atterrir et retourna vers la côte pour laisser passer l'orage.
Nous avons volé pendant plusieurs heures au ralenti. Et dans la soirée, au coucher du soleil, nous avons reçu un télégramme de l'aéroport. Le commandant Charles Rosendahl, un vétéran accompli du Graf Zeppelin, était le responsable en place à la base de Lakehurst. À 19h10, conditions nettement améliorées. Recommandons atterrissage le plus tôt possible. Le Hindenburg s'approcha de Lakehurst sous des conditions météorologiques instables mais améliorées. John Yanacone était un membre de 26 ans de l'équipe navale terrestre qui avait l'habitude de participer à l'atterrissage du Hindenburg. Il y avait aussi une équipe de 139 civils qui étaient payés $1 par jour pour aider au plus grand dirigeable jamais construit à se poser sur le sol. J'étais toujours sous le coup de l'émerveillement devant l'immensité de l'appareil et à quel point il était facile de le faire atterrir. Tout le monde avait une tâche différente. Certains manipulaient les câbles, d'autres devaient s'occuper de la cabine de pilotage ou de l'attraper à son arrivée. Et beaucoup d'autres travaillaient près du mât d'ancrage. George Watson était un officier de marine de 35 ans, attaché aux relations publiques cette nuit-là. C'était le premier vol de la saison et nous avions eu 10 vols l'année précédente. Ce n'était donc plus une nouveauté. Plutôt que les 200 à 300 journalistes habituels, nous n'avions que quelques étrangers de la presse locale, ainsi qu'une quinzaine de caméramens et de photographes. Herb Morrison, un reporter de la station de radio WLS de Chicago, était sur les lieux. Ce soir-là, il devait utiliser la fine pointe de la technologie pour donner un compte-rendu de l'arrivée du Hindenburg en enregistrant son reportage sur un disque. Le disque devait alors être expédié par avion à la station de radio pour diffusion ultérieure. Mais le récit que Herb Morrison allait enregistrer serait bien différent de ce qu'il avait prévu. What a great sight it is, a thrilling one. It's a marvelous sight. It's practically standing still now. They've dropped ropes out of the nose of the ship, and it's been taken a hold of down on the field by a number of men. It's starting to rain again. The back motors of the ship are just holding it just enough to keep it from... It bursts into flames. Hey, man, it's falling. It's right. Out of the way. Get out of the way. Get it started. Get it started. It's fighting, and it's crashing. It's crashing terrible. Oh, my. Get out of the way, please. It's burning, bursting into flames, and it's falling on the mooring fast. All the folks between the ship is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's like 400 or 500 feet into the sky, and it's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and it's flames now, and the frame is crashing to the ground, not quite to the mooring mast. All the humanity and all the passengers screaming around here. I told you, I can't even talk to people. There's fish are on there. I can't talk, ladies and gentlemen. I can hardly breathe. I'm going to have to stop for a minute because I've lost the voice. This is the worst thing I've ever witnessed. Le désastre du Hindenburg fit 35 victimes parmi les passagers et les membres d'équipage. Aussi incroyable que cela puisse sembler, 62 des personnes à bord de l'immense Zeppelin survécurent. Wie ich mich umdrehte und guckte nach oben, da sehe ich Feuer über mir. I turned around and looked up. J'ai aperçu le feu au-dessus de moi. Plusieurs pensées m'ont traversé l'esprit, mais la principale était de savoir comment me tirer de là. But the biggest thought, of course, is how do I get out of here? La notion de temps est subjective, mais pour les passagers et l'équipage, ces 37 secondes ont marqué la différence entre la vie et la mort. Les survivants ont revécu ces moments à de nombreuses reprises au cours de leur vie. Ich denke halt da zurück an die Zeit und muss ja sagen, Je me souviens de ce moment.
Et je me dis que toute ma vie, j'ai eu de la chance. J'ai toujours été très chanceux. Richard Colmer était un mécanicien de 24 ans à bord du Hindenburg lors de son dernier voyage. Au cours des décollages et des atterrissages, les membres d'équipage étaient envoyés à des endroits spécifiques pour équilibrer le poids du dirigeable. Ils avaient aussi des tâches précises à accomplir. L'immense aileron inférieur contenait la roue arrière d'atterrissage. C'est à cet endroit que se trouvait Richard Colmer. Ich habe meinen Platz eingenommen hinter in der Stabilisierungsfläche, habe das Landrad ausgefahren. J'étais à mon poste dans la zone de stabilisation à l'arrière. J'ai fait sortir la roue d'atterrissage et, quelques secondes plus tard, une explosion s'est produite. Des ballons de gaz enflammés se sont mis à tomber. J'ai eu de la chance de pouvoir m'en tirer. Une seconde de plus et c'en était fait de moi. Si je n'étais pas sorti de là, le feu ou les poutres de la structure qui s'écrasaient m'auraient tué. J'ai eu de la chance qu'il n'y ait pas eu de gaz dans l'aileron de la queue. Zur Zeit der Anfahrt auf den Flughafen war ich in der Offiziersmesse. À l'approche de l'aéroport, j'étais dans le mess des officiers en train de nettoyer les tables du dernier repas. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu la première explosion. Werner Franz était un garçon de cabine de 14 ans en 1937, ravi d'être un membre de l'équipe d'élite du Hindenburg. Das war halt ein unheimlicher Schlag, der durchs ganze Schiff ging. Il y a eu une formidable secousse qui a ébranlé tout le vaisseau. Et par les fenêtres, j'ai vu immédiatement les globes de feu d'une intensité très vive. Toutes les assiettes sont tombées de l'armoire sous le choc. Je ne savais pas ce qui se passait. Et j'ai couru sur le pont où j'ai vu que tout l'arrière était en flammes. Le dirigeable s'était tourné sur le côté à cause de la perte de gaz à l'arrière. Je m'étais agrippé à des câbles et tenais bon pendant que le réservoir d'eau à mes côtés se vidait sur moi à cause de l'inclinaison du vaisseau. J'étais trempé et lorsque le dirigeable s'est incliné encore, j'ai couru à l'écoutille et je l'ai ouverte d'un coup de pied. Je voyais la terre qui s'approchait et j'ai sauté. Und da sah ich aber auch schon den Erdboden auf mich zukommen. Dann bin ich eben rausgesprungen. Grâce à sa couche protectrice d'eau, Werner Franz a pu s'en sortir sain et sauf. Le mécanicien de 27 ans, Eugen Bentele, s'occupait d'un des moteurs au moment de l'explosion. Wie ich rausschaue, hat das Schiff von Heck her bis zu meiner vorderen Motorengondel. En jetant un coup d'œil à l'arrière pour voir ce qui se passait, j'ai vu que le dirigeable était en flammes, de la poupe jusqu'à la nacelle où je me trouvais. J'ai pensé que la nacelle se détacherait lorsque l'aluminium fondrait. Je souhaitais qu'on arrive au sol le plus rapidement possible pour pouvoir sortir de là. J'ai pu voir la zone de stabilisation à la poupe s'écraser au sol et l'avant du dirigeable s'élever parce qu'il y avait encore du gaz. Je me tenais sur le dessus de la nacelle pour que je puisse glisser à terre, puis je me suis évanoui pendant quelques secondes. Lorsque je suis revenu à moi, j'ai couru en m'éloignant instinctivement du dirigeable. 50 ou 80 mètres plus loin, l'arrière de ma tête a pris feu. J'y ai mis ma main et celle-ci a été brûlée. Je me suis alors couché sur le dos dans le sable, pensant que mon dos était en flammes. Mais ce n'était pas le cas. C'était à cause de l'intense radiation des flammes au-dessus du dirigeable. Albert Staffler, 25 ans, était un des 4 cuisiniers à bord du Hindenburg le soir du désastre.
Je me suis dit, dehors, dehors, dehors. Et j'ai sauté. J'étais heureux de voir que la hauteur n'était plus que de 6 ou 7 mètres. J'ai couru et à 5 mètres derrière moi, le dirigeable s'écrasait. Xaver Meyer était aussi âgé de 25 ans et cuisinier à bord du Hindenburg. Au-dessus de nos têtes, le dirigeable était déjà en flammes. Mais je ne l'ai réalisé que lorsque Wolf, un autre membre d'équipage, s'est mis à fuir. J'ai couru derrière lui après avoir sauté d'une hauteur de 2 à 5 mètres. C'est comme cela que je m'en suis sorti. Un troisième cuisinier, Alfred Grosinger, 21 ans, avait une décision cruciale à prendre. Sauter d'une hauteur de 12 mètres ou rester à bord du dirigeable en flammes jusqu'au sol. Dann hat sich das Schiff noch mal ein bisschen aufgestellt und da hat sich dann langsam nach vorne runtergesenkt. Le dirigeable s'est redressé un peu, puis l'avant est redescendu lentement. Je me suis dit qu'il fallait que je sorte. Je me suis suspendu par les mains, puis j'ai tout lâché. Je croyais ma dernière heure venue. Mais je suis tombé à plat sur le sol qui était sablonneux. Je me suis alors enfui le plus rapidement possible. Avec une foulure aux 2 chevilles et des ecchymoses, Alfred Grosinger se sauva en boitant. 3 des 4 cuisiniers du Hindenburg avaient réussi à s'en sortir. D'autres n'eurent pas cette chance. Lorsque la queue de l'appareil s'est écrasée, la poupe du Hindenburg s'est transformée en un chalumeau alimenté à l'hydrogène. J'ai couru vers le dirigeable avec les 5 autres hommes qui étaient avec moi, parce que nous savions que l'incendie serait terminé à notre arrivée. Nous étions les premiers arrivés sur place. J'ai vu un homme sortir du nez de l'appareil. Il a sauté, mais malheureusement, il était trop haut et il s'est tué. Puis un autre homme est sorti en marchant sans aucun vêtement sur lui, à l'exception de ses souliers. Tout son corps était brûlé, la peau, les cheveux, les bras, tout. En arrivant dans le compartiment des passagers, il y avait un vieux couple qui était toujours dans sa cabine, assis sur le lit. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait, et nous avons dit qu'il fallait sortir au plus vite. Nous les avons emmenés avec nous et ils n'avaient pas une égratignure. Le capitaine Ernst Lehmann mourut peu de temps après des blessures subies ce soir-là. Le capitaine Max Pruss était horriblement brûlé, mais il survécut. Plusieurs personnes furent témoins d'un acte d'héroïsme de la part du second maître de la marine, Paul Tobin. Lorsque le dirigeable a commencé à s'écraser, les équipes de la marine qui se trouvaient dessous prirent leurs jambes à leur cou. Tobin vit cela au moment où l'équipage allemand commençait à sortir de sous l'appareil. Tobin avait une voix de stentor et il cria à plein poumon à ses hommes l'ordre de s'arrêter. Il empêcha ces hommes de fuir et les ramena sur les lieux de l'incendie. Ils ont grandement contribué à sauver une partie importante de l'équipage allemand. Le docteur Raymond Taylor était un médecin de la région et aussi le coroner du comté. Il sentit la secousse de l'explosion dans son bureau et accourut sur les lieux. Lorsque nous sommes arrivés, les survivants avaient été transportés au dispensaire de la base aérienne. J'avais montré à mon ami qui conduisait la voiture comment injecter une certaine quantité de morphine. Je lui ai aussi dit d'écrire la lettre M sur le front des blessés qui avaient reçu l'injection afin qu'ils ne reçoivent pas une double dose. À la suite de l'explosion, des gardes de la marine furent placés autour de l'épave.
George Watson mit sur pied un bureau de presse pour les journalistes qui commençaient à affluer sur le site du désastre. J'avais émis au-delà de 400 laissez-passer. Les journalistes étaient surexcités parce que l'événement était terminé. Ils criaient leurs questions tous à la fois. Ils voulaient connaître le nom des morts et des survivants. Ils voulaient tout savoir sur ce qui s'était passé. La plupart des membres d'équipage se retrouvèrent sains et saufs. Ils envoyèrent des télégrammes à leur famille à Friedrichshafen. Mir selbst fiel dann plötzlich ein, meine Frau wird einen schönen Schreck kriegen, wenn sie das erfährt. Je me suis soudainement rendu compte que ma femme aurait la frousse en apprenant la nouvelle. Et je lui ai envoyé un télégramme lui disant « Je suis sain et sauf, Mogella ». C'était son surnom. C'était probablement un des premiers télégrammes à destination de l'Allemagne et ma femme l'a reçu avant même d'apprendre la nouvelle du désastre. Une lutte pour récupérer les débris éclata. Les Allemands firent immédiatement pression pour ravoir les moteurs diesel à la fine pointe de la technologie du Hindenburg. Je dirais que les Allemands n'avaient pas su conserver le secret aussi bien qu'ils l'auraient voulu. Nous en savions assez pour que le secret soit éventré. Le lendemain matin, le jeune garçon de cabine, Werner Franz, demanda la permission de rechercher dans les débris la montre que son grand-père lui avait donnée. Je l'ai présenté au major des Marines, qui nous donna la permission de fouiller les décombres pour retrouver la montre. Le jeune garçon m'amena en droite ligne à l'endroit où il se trouvait, et la montre s'y trouvait. Il la ramassa, et il sortit de là en sautant de joie comme un poulain dans un pré. Da habe ich nach dieser Uhr gesucht in meine Unterkunft, also in meine Zelle, die ich da hatte. Je cherchais ma montre que j'avais laissée dans ma cabine. Et j'ai aussi cherché une assiette dans le mess des officiers. J'ai trouvé la montre et j'ai rapporté un morceau d'aluminium du dirigeable. Das Teil Aluminiumstück vom Schiff mitgenommen. C'est plutôt désert aujourd'hui, alors qu'après l'événement, il y avait une telle activité. Beaucoup de gens ont été blessés et beaucoup sont morts. L'odeur de la chair brûlée était l'aspect le plus triste de la situation. Les blessés étaient si nombreux. Leurs vêtements et leur peau étaient brûlés. Et cette odeur a persisté longtemps dans notre mémoire. Hilda Jedlik était une infirmière de 23 ans à l'époque du désastre du Hindenburg. Elle soignait les survivants brûlés à l'hôpital Paul Campbell. Nous n'aimions pas la croix gammée, mais lorsqu'il s'agissait de soigner des patients, peu importe d'où ils venaient, nous faisions de notre mieux pour que tous soient confortables. La croix gammée n'est pas entrée à l'hôpital, si je puis dire. Elle est restée sur le dirigeable. Max Pruss a revécu à plusieurs reprises les 37 dernières secondes de son vol à titre de commandant du Hindenburg. Il avait des brûlures sur le visage, les bras et la poitrine. Il faisait des efforts considérables pour nous dire ce qui s'était passé. Il parlait du feu, des fuites, de l'explosion et de l'eau. Dans un geste d'appréciation hautement ironique, le personnel de la base de Lakehurst a présenté cet étui à cigarette au capitaine gravement brûlé du Zeppelin pour remplacer celui qui avait été détruit à bord du Hindenburg.
En termes de perte de vie, la tragédie du Hindenburg ne fut pas le pire désastre du monde en ce qui concerne les grands dirigeables. Le nombre de 35 morts à bord du Hindenburg fut largement dépassé par celui des 72 militaires américains morts à bord du Akron et celui des 48 passagers et membres d'équipage morts à bord du R-101 britannique. Mais le Hindenburg représentait le plus grand désastre de dirigeables rapporté par les médias. Le public fut témoin de la tragédie par le film, la radio et la photographie, et en a été affecté. L'histoire d'amour de la planète avec les Zeppelin avait pris fin. Hugo Echner apprit la nouvelle du désastre du Hindenburg dans une chambre d'hôtel en Autriche en pleine nuit. Il s'envola immédiatement vers Berlin pour rencontrer Göring, le ministre de l'air nazi. Göring lui dit qu'il ne fallait pas parler de sabotage. De plus, Echner et les Allemands allaient collaborer pleinement avec l'enquête américaine sur l'incident. Le Graf Zeppelin, en provenance de Rio, volait en direction de l'Allemagne lorsque le Hindenburg a pris feu. Echner retint au sol le célèbre dirigeable. Il se joignit à l'enquête américaine après avoir traversé l'Atlantique en bateau à vapeur. Tant que durera cette enquête, il est impossible de vous faire quelque commentaire que ce soit sur les causes du désastre. L'enquête américaine et les audiences publiques furent suivies d'une enquête allemande distincte. Les deux groupes présentèrent essentiellement le même scénario comme cause probable de la tragédie. Ils conclurent que c'était une décharge d'électricité statique qui avait mis le feu à de l'hydrogène qui avait fui dans le Zeppelin et qui avait entraîné l'incendie destructeur. Selon eux, les câbles envoyés au sol par l'équipage étaient, sous la pluie légère, devenus suffisamment mouillés pour devenir conducteurs d'électricité. En fait, l'incendie du Hindenburg a commencé près de 4 minutes après que les câbles aient touché le sol. Les câbles mouillés avaient créé une mise à la terre pour le dirigeable, selon l'enquête, mais son enveloppe extérieure non conductrice n'avait pas de mise à la terre. À cause des conditions orageuses, il existait un potentiel électrique plus élevé et des étincelles émanant du duralumin et de la structure ont pu allumer de l'hydrogène libéré lors d'une ventilation incomplète ou d'une fuite de gaz. Le commandant du Hindenburg, Max Pruss, le commandant américain Rosendahl et plusieurs membres d'équipage du Hindenburg n'étaient pas d'accord avec les conclusions de l'enquête. Ils partageaient l'avis exprimé par le capitaine Ernst Lehmann sur son lit de mort. C'était un sabotage qui avait détruit le Hindenburg. Richard Colmer, dans l'aileron inférieur de la queue de l'appareil, était la personne la plus rapprochée de la présumée source d'incendie. Je suis d'avis qu'il y a eu sabotage parce qu'il faut mettre en perspective la situation politique en Allemagne. Hitler était au pouvoir et voulait absolument faire la guerre, n'est-ce pas? Il y avait une croix gammée sur la queue de l'appareil et c'est à cet endroit que l'explosion a eu lieu. Lorsque j'ai levé les yeux pour regarder le dirigeable, je pouvais voir le dessus du dirigeable. J'ai vu un nuage de fumée devant l'aileron supérieur. Ce que je voyais, c'était de la fumée et pas des flammes. En fait, la plupart des enquêteurs étaient d'avis que l'incendie avait commencé à l'avant de l'aileron supérieur et non sur la croix gammée. Aucune des caméras ayant capté la tragédie n'a filmé le début de l'incendie. Les théories de sabotage sont un bon moyen de vendre des livres et de faire des films. Il n'y a eu aucune preuve de la possibilité d'un sabotage. Cette idée provenait de la mentalité des Allemands qui étaient convaincus qu'ils savaient depuis plusieurs années manipuler l'hydrogène en toute sécurité. Selon eux, il fallait qu'un incident ait une cause extérieure. Ce ne pouvait être leur faute ni celle du dirigeable. Cependant, même si l'enquête proposait un scénario très raisonnable et sensé, le fait demeure qu'en Allemagne, du moins, la théorie du sabotage était censurée par le gouvernement
qui souhaitait paraître invulnérable et éviter que des terroristes imitent ce genre de sabotage. À l'époque, il nous était interdit de dire qu'il s'agissait d'un sabotage. Mais je ne suis pas le seul encore aujourd'hui à être de cet avis. Certains ne voulaient pas qu'il y ait une entreprise mondiale de dirigeables. Les motifs possibles de sabotage pouvaient être une opposition au nazisme et même un sabotage industriel de la part de compétiteurs non allemands dans le secteur de l'aviation commerciale. Le membre d'équipage survivant Eugen Bentele, qui croit à la théorie de l'électricité statique, pose clairement la question de la cause du désastre. Das ist eine Annahme, die hat man auch experimentell nachvollzogen. La théorie de l'électricité statique a pu être répétée scientifiquement, mais ce n'est pas une preuve. La raison pour laquelle on ne mit pas de côté la théorie du sabotage, selon le rapport de l'enquête, c'est qu'on n'a pas pu prouver le contraire non plus. Das Gegenteil ja auch nicht bewiesen werden konnte. Durant toutes les années qui suivirent, les partisans de toutes les théories ont convenu d'un fait indiscutable, le Hindenburg a brûlé parce qu'il était rempli d'hydrogène. Jamais plus un dirigeable commercial transportant des passagers ne sera rempli d'hydrogène. Les survivants de l'équipage du Hindenburg sont retournés en Allemagne sur le bateau à vapeur Europa. Les corps des victimes furent placés sur le bateau à vapeur Homer. Avant leur départ de New York, 10 000 personnes assistèrent à un service commémoratif sur le quai. Plusieurs honorèrent les morts par un salut qui n'allait devenir que trop familier dans les années à venir. Des centaines d'autres assistèrent à un service dans un cimetière de Francfort. Le capitaine Ernst Lehmann y est enterré avec ses camarades. Harold Dick était à Friedrichshafen lorsqu'il apprit la nouvelle de la tragédie. Pour les gens de Friedrichshafen, c'était comme la nouvelle d'une mortalité dans la famille. Ils étaient en état de choc. Ils avaient peu d'espoir que d'autres dirigeables soient construits et que leur industrie puisse poursuivre ses activités. Le vaisseau jumeau du Hindenburg, le Graf Zeppelin II, était en voie de parachèvement dans le hangar de Friedrichshafen. Les secours sont venus d'une source inattendue. Le ministre de l'Air, Hermann Göring, qui avait toujours détesté les Zeppelin, décida qu'un échec allemand était inacceptable. Le Graf Zeppelin II serait donc construit pour voler avec de l'hélium, et le service transatlantique serait rétabli. La compagnie Zeppelin commença immédiatement la conversion avec beaucoup d'ingéniosité. Cependant, les Américains contrôlaient toujours le marché mondial de l'hélium. Eckner fit lui-même pression sur le Congrès américain et le président Roosevelt. À cette époque, Hitler devenait décidément belliqueux. C'était l'année 1938, à peine une année avant la Deuxième Guerre mondiale. Harold Ickes, le secrétaire de l'Intérieur, refusa d'approuver la vente de l'hélium, parce qu'il craignait que l'hélium soit utilisé à des fins militaires. Le Graf Zeppelin II fut lancé quand même, mais il était rempli d'hydrogène et il ne transporta jamais de passagers commerciaux. Les nazis se servirent encore du majestueux Zeppelin à des fins de propagande. Au grand embarras d'Eckner, il fut adapté pour accomplir des missions d'espionnage. À la déclaration de la guerre en 1939, le géant, gonflé à l'hydrogène, était devenu encombrant. Göring ordonna que le Graf Zeppelin II et la version originale du Graf Zeppelin soient dégonflés. Pendant une courte période de temps, il y a eu une sorte de musée dans les hangars de Francfort. Mais au mois de mars de l'année suivante, Göring ordonna que les Zeppelin soient démantelés. Leur structure en duralumin fut fondue pour servir à la construction d'avions de combat nazis. Le même sort attendait les grands hangars de Francfort.
Les 2 hangars de Rheinmain furent démolis à la dynamite parce qu'ils occupaient le centre de la piste d'atterrissage. Les hangars de Friedrichshafen furent bombardés à de nombreuses reprises par les Alliés, malgré leur camouflage. La compagnie Zeppelin était responsable de la fabrication de l'enveloppe extérieure des fusées B-2, ce qui faisait de Friedrichshafen une cible fréquente de bombardement pendant la guerre. À la fin de la guerre, l'Allemagne n'avait plus de dirigeables rigides et plus de hangars dans lesquels en construire de nouveaux. L'âge des Zeppelin était révolu. Hugo Eckner survécut à la guerre et en 1947, il se rendit aux États-Unis pour agir à titre de consultant pour la compagnie aérienne Goodyear. 6 mois plus tard, il retourna vivre dans le sud de l'Allemagne. Jusqu'à sa mort, en 1954, il maintint que l'électricité statique avait été la cause du désastre du Hindenburg. Grâce à leur contrôle total du marché mondial de l'hélium, les États-Unis firent un bon usage de vaisseaux plus légers que l'air à titre d'escorte de convois durant la Deuxième Guerre mondiale. À l'encontre des grands Zeppelin, c'étaient des dirigeables souples, des ballons de gaz contrôlables. Ils étaient de petite taille en comparaison des Zeppelin. Le plus grand d'entre eux atteignait à peine le 10e de la taille du Hindenburg, mais ils étaient efficaces. Pas un seul vaisseau accompagné d'un dirigeable souple n'a subi d'attaque à la torpille, et un seul parmi les 168 dirigeables américains est tombé sous le feu de l'ennemi. J'ai eu le privilège de faire partie de la division des dirigeables souples de la marine qui chassaient les sous-marins allemands dans l'Atlantique. Eux aussi ont disparu. De nos jours, les dirigeables sont utilisés par les militaires comme postes de radar aérien et comme plateforme d'observation. Ils sont stables, ils ont une longue portée et une grande endurance. Cependant, la plupart des dirigeables modernes sont les outils familiers de la publicité. Ils ont encore le pouvoir d'exciter la curiosité des observateurs, même si la plupart d'entre eux ont seulement une fraction du volume du Hindenburg. Leurs éléments mécaniques et électriques ultramodernes les rendent beaucoup plus faciles à manier que les immenses Zeppelin du passé. Comme les dirigeables souples de la Deuxième Guerre mondiale, ils n'ont pas de structure rigide et c'est le gonflement à l'hélium qui leur donne leur forme. À Friedrichshafen, l'empire industriel mis au monde par la vision du comte von Zeppelin est devenu la compagnie Zeppelin Metal Works. Plus de 60 ans après le désastre du Hindenburg, la compagnie construit un nouveau Zeppelin. Il porte le nom de Zeppelin NT pour Nouvelle Technologie. Nous avons déterminé qu'un dirigeable pour 12 passagers, pour une charge utile de 2 tonnes, serait la plus petite taille appropriée pour qu'il soit rentable. Croyez-le ou non, cela donnera un aéronef de la taille d'un 747 et d'un diamètre encore plus grand. Une grande robustesse, des alliages d'aluminium et des fibres composites de carbone remplaceront le duralumin. L'agilité mécanique démontrée dans ce modèle expérimental de 10 mètres remplacera la puissance motrice. Cependant, comme les premiers Zeppelin, le Zeppelin NT servira au tourisme. Pour le passager, ce sera une toute nouvelle expérience. L'espace visuel des fenêtres permettra de voir à son aise les points d'intérêt. Les moteurs placés loin des passagers pourront marcher au ralenti et éviter le bruit dans la nacelle. On pourra s'asseoir là-haut et prendre son temps à observer et à réfléchir. Ce sera une expérience très plaisante. Comme ses prédécesseurs des années 30, la compagnie Zeppelin moderne mijote des plans ambitieux pour son nouveau Zeppelin. On se propose de construire une flotte initiale de 12 aéronefs, suivie d'une flotte de 40 dirigeables encore plus gros. Mais ces nouveaux Zeppelin n'auront jamais la taille et l'originalité du Hindenburg. C'était un géant qui a laissé une empreinte de géant sur notre culture. Sa fin tragique fait partie de l'histoire, mais son esprit continue à vivre dans le cœur de ceux qui ont le mieux connu le grand vaisseau. Les souvenirs s'effacent lentement. Mais il y a beaucoup d'images qui m'habitent encore. Les vols,
et les connaissances faites en Amérique du Sud et en Amérique du Nord resteront gravées à jamais dans ma mémoire. Toutes ces images, captées durant les vols, d'une variété inimaginable, continueront à vivre en moi.